J'ai une question là sur le user chat. Est-ce qu'il y en a qui font ils vont voir les utilisateurs pour savoir de quoi ils n'ont pas besoin? C'est un peu le but quand tu as un client qui a une solution en tête, en fait. Et toi, tu remontes bien à la maille besoin et tu essayes de clairement comprendre quels sont les enjeux. Alors ça, c'est dans le cas, et puis il y a toujours des redéfinitions de brief à ce moment-là quand tu fais un build UX Research. Quoi qu'il arrive, c'est pas quelque chose qu'on exprime de manière frontale. On essaye plutôt de tendre sur de quoi ils ont réellement besoin et cette priorisation des besoins qui nous permet de répondre dans un sens à ce qu'ils n'ont pas besoin. Mais c'est vrai qu'on a rarement dans les restitutions des champs très spécialisés en disant ça, clairement, on ne nous en parle pas, ou ça, c'est quelque chose qui n'est pas attendu. Puisqu'au final, ce qui est un peu difficile, c'est que tu vas amener un biais, parce que pourquoi te focaliser sur telle chose que les gens ne voudraient pas, alors que de base, ils en veulent pas, ils en parlent pas, si ce n'est que pour contredire quelqu'un qui, dans le projet, lui, pensait que les utilisateurs souhaitaient cette chose-là. Donc c'est donner du crédit à quelqu'un qui a une approche non centrée utilisateur. Donc c'est un peu difficile, tu vois, en tant que UX designer, de prendre du crédit par rapport à quelque chose que on attend de voir si les gens l'ont, mais ils ne l'ont pas. Sauf si c'est dit par le grand Manitou, le client qui donne les sous en haut et qui attend que ça, d'avoir comme élément de restitution. Donc voilà, c'est pour pas trop donner de parti pris, puisqu'en UX Research, tu essayes quand même d'avoir une remontée la plus pure des informations. Et donc la remontée la plus pure, c'est plutôt de prioriser ce que les gens attendent plutôt que de décrire ce que les gens n'attendent pas. En fait, le fond de ma question, c'est un petit peu dans notre monde, parce que là, justement, le cadre dans lequel tu réponds, c'est le cadre de la commande. Ouais. Et au fond, quand un client dit « je veux faire une appli pour ceci ou cela », on va tourner autour effectivement du produit que lui veut vendre. On va imaginer ce que les utilisateurs attendent, ce dont ils n'ont pas besoin, mais il y a plein de choses dont on n'a pas besoin, qu'on nous vend, qu'on nous achète et qui nous semblent indispensables. Alors bon, est-ce bien raisonnable? En fait, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des sociologues, ou enfin, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, des gens qui utilisent les méthodes UX Research pour mettre en lumière la production un peu insensée de produits dans le monde actuel, en fait. Des choses qui n'ont pas d'utilité et qu'on produit, on crée le besoin, clairement. Ouais, il y a une... Je voulais juste, quand je te laisserai reparler, d'ailleurs, on a une loi en fait qui nous apporte beaucoup en psychologie, qui est la loi de Pareto, qui est toujours fait 80-20, et en psycho et en UX, on l'utilise de la manière suivante, c'est que 80% des utilisateurs nécessitent d'utiliser 20% des fonctionnalités. Et pour autant, on en crée quand même 100%. Et donc le challenge en UX Research, c'est de se demander en fait comment on pourrait reconverger vers un seuil minimum de fonctionnalités qui permettent de faire que l'interface soit opérationnelle. Les ajouts derrière devront porter du sens. Donc si c'est pas de l'usage, c'est de montrer que l'on peut faire autre chose, ou alors c'est qu'au niveau du business, c'est important d'avoir telle entrée ou telle fonctionnalité. Donc on en fait pâtir d'un côté l'expérience utilisateur, mais on en fait briller le produit ou le business, on en retire des choses des utilisateurs. Donc il y a déjà cette loi là qui nous draine un petit peu, que tout le monde n'a pas forcément en tête, mais ça nous permet au moins d'écrémer un petit peu, de dire ce qui ne sert à rien. Et ouais, Quentin, Après, il y a enfin, en fait, la user research, telle qu'elle est appelée par les UX designers, elle n'est pas cantonnée à l'UX design, en réalité. Il y a les designers le font, les artistes le font, il y a des designers mi-artistes qui le font aussi. Il y a dans le bouquin de Norman, par exemple, qui parle d'un ensemble d'œuvres. Je crois que c'est une publication qui recense toutes les œuvres inutiles, toutes les œuvres de design absolument inutiles, du type la
la cafetière là où le bec de la cafetière est du côté du manche, enfin de là où on la tient. Du coup, évidemment, on peut jamais verser avec, etc. Donc, c'est l'encyclopédie des choses inutiles ou un truc comme ça. C'est un nom un peu à la Werber, c'est rigolo. Et, typiquement, voilà, enfin, pour faire ce type de truc, j'imagine qu'il y a aussi une dimension quelque part de recherche. Et après, enfin voilà, il faut pas se mentir, le UX design, c'est quelque chose qui est drivé par le business, un métier. Voilà, les gens qui le font pour vivre, en fait, ils répondent souvent à des commandes et du coup, effectivement, les outils permettent d'aller sans doute chercher aussi de quoi les gens n'ont pas besoin. Mais c'est en général pas ce qu'on cherche le plus. Mais par contre, sur créer le besoin, là, c'est un autre sujet parce que ça, c'est même plutôt du marketing que de l'UX, mais c'est effectivement aller chercher plutôt, et là, c'est plus de la discovery d'ailleurs. La discovery, elle sert plus à faire ça. C'est-à-dire aller chercher à quel besoin on pourrait répondre, par exemple, avec notre produit qui existe déjà, ou alors quel besoin on pourrait créer auprès de notre cible. On a peut-être aussi une adaptation par rapport à ce que la recherche fondamentale fait et la manière dont elle le fait. Parce que les scientifiques chercheurs, quel que soit leur domaine, ils ont pour objectif d'augmenter l'état de l'art. Et c'est là-dessus qu'ils se font créditer des recherches et qu'ils se font financer. Et on en arrive à avoir des UX researchers qui sont sortis de ces sciences humaines ou au moins qui tendent vers un ajout un peu plus fondamental de la connaissance. Et en fait, c'est intéressant parce que ce que tu étais en train de dire, Gilles, c'est un peu le contre-pied, en fait. C'est comment on pourrait statuer que la connaissance n'a pas avancé grâce à telle chose et qu'au final, ça en pénalise plus l'expérience. Et en fait, je pense que certaines personnes venant d'un milieu plus scientifique n'ont pas ce cadre de référence en tête et c'est un peu leur demander l'inverse de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ça amène du coup à ce que ça ne soit pas fait, pas matérialisé. Et en plus, le problème, c'est qu'un UX researcher, il est quand même payé par une boîte ou alors un client. Et d'entendre dire que la solution ne marche pas sur telle et telle chose, c'est un aveu de faiblesse fort. Parce que on l'a développé quand même, ce truc. On a mis des sous, on a mis de l'argent, et en fait, ça veut dire qu'on n'a pas anticipé le fait que le besoin n'existait pas et qu'il fallait le retirer au bout d'un moment. Donc il y a vraiment un peu ce côté d'avouer sa faute qui est pas du tout d'une part dans l'ADN de la recherche, qui est pas du tout dans les valeurs de certaines entreprises. Peut-être il y a des entreprises qui sont assez transparentes là-dessus. Ça serait intéressant de creuser sur ce biais-là, mais en termes de communication et pour voir vraiment, c'est assez rare. Et puis surtout, vu que c'est lié à des secteurs. J'ai l'exemple de Deezer en tête qui fait beaucoup d'itérations. Et ils ont un peu changé leur méthode, mais ils ont eu ce principe-là pendant un temps. Et en gros, si t'es Deezer et tu dis, les gars, créez des playlists partagées, ça marche pas. Les utilisateurs ne veulent pas faire ça. Ils veulent des playlists qui sont personnelles. Derrière, t'as Spotify qui fait est-ce que là, j'aurais pas gagné un petit peu d'argent, en fait, à écouter ce truc-là? De pas faire l'erreur? Donc tu vois, il y a aussi cette problématique de sectoriel qui va t'amener à dire est-ce que cette bienveillance de faire partager cette information pour faire que les utilisateurs n'aient pas cette fonctionnalité ou tel aspect dans leur parcours, en fait ça va donner un coup un peu concurrentiel compliqué. Et peut-être en recherche fondamentale, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Et c'est pour ça le livre de Don Norman, typiquement, lui, un état de l'art des plus grosses erreurs. Donc, il peut se permettre, je pense. Donc, Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Pierre, et c'est toujours dans l'idée un peu de vouloir établir une vérité qui est juste aujourd'hui au moment où on l'énonce. Parce qu'il y a aussi ce côté-là avec la recherche, elle évolue toujours, on a toujours un objectif derrière, et quoi qu'il en soit, l'idée c'est d'avoir un point de vue un peu plus éclairé sur une situation précise à un moment T. Et après, on emploie les outils qu'on a à disposition pour atteindre son objectif. Mais du coup, oui, je pense que par rapport à la question sur les sociologues, il peut y avoir un lien où eux peuvent essayer
dans un point de vue qui n'est pas business, de comprendre plus des phénomènes de société, pourquoi les gens vont consommer plus de telle ou telle manière, mais avec un prisme différent de l'UX Researcher qui va être quand même autour d'un produit, d'un service, où la recherche va être forcément axée autour de ça. C'est important de se poser ces questions-là parce qu'en fait, par rapport justement à la charte dont on parlait juste avant, la question de faire le bien, d'aller dans le sens des utilisateurs, elle est importante. Et c'est vrai que il y a un conflit toujours entre ce monde effectivement de l'entreprise qui doit vendre et qui cherche à avoir de l'argent, à gagner de l'argent. Et qui n'hésite pas parfois à le faire aux dépens des utilisateurs, justement, enfin des utilisateurs. Et on est perfusé un petit peu volontairement, enfin, certaines entreprises pour devenir dépendants de leurs produits. Alors, l'image est un peu forte, mais c'est un peu comme de la dope, quoi. On nous vend des produits dont on n'a pas besoin et on finit par ne plus pouvoir s'en passer, quoi. Donc, être capable, via une recherche, justement, d'identifier ces produits qui sont, au fond, inutiles, en mesurant, justement, on en avait déjà parlé dans des précédentes précédentes, mesurant toutes les externalités négatives, ça permet d'être vigilant en tant que, non pas en tant qu'employé d'une entreprise au service d'un client, mais en tant qu'être humain, d'être vigilant. Et donc, ça rejoint bien ce principe de responsabilité du designer dans la société et qui peut, si ce n'est qui doit, qui peut se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est juste, est-ce que c'est respectueux, est-ce que, etc., enfin, toutes questions qu'on a abordées justement dans le manifeste. Donc, c'est toute la difficulté, enfin, toute la tension qu'il y a justement entre ce que je vis au quotidien en tant qu'employé et qui fait son devoir, entre guillemets, d'employé et ce à quoi je peux aspirer en tant qu'être humain. Mes vœux pour la société et pour le monde en général, c'est intéressant je trouve, de creuser de ces aspects-là. Et effectivement, c'est très difficile, je pense, à faire dans le cadre de l'entreprise. Après, s'il y a des chercheurs qui se posent ces questions-là et enfin, il y en a certainement, j'en doute pas une seconde, c'est très bien, quoi. Du coup, je vais vous montrer un truc parce que j'ai un bon exemple en fait de ça. Tiens, regardez, je partage. Je partage mon écran. En fait, c'est l'exemple de beta.gouv. Puisque du coup, beta.gouv, son objectif, c'est de rassembler des initiatives. C'est de l'intrapreneuriat gouvernemental. Et une fois qu'il y a une initiative qui ressort d'une personne dans un service, on commence à en faire une petite start-up en gros. Et cette start-up devient un service de l'État qui est développé et dans lequel l'État injecte des ressources pour avoir des développeurs, des ergonomes, des UX designers, des chefs de projet, et la personne qui a initié ça est dedans. Donc vous connaissez sûrement certains de ces sites. Et par exemple, pour prendre l'exemple d'API, vous voyez, quand ils présentent le projet, ils ont ces quelques lignes qui sont pas anodines et en plus qui ont un petit peu écho à ce qu'on fait avec le manifeste. Il y a donc la description de qui a fait quoi, partage, est-ce que les statistiques sont disponibles, est-ce que le code source est disponible, et ensuite on a une question budgétaire, est-ce que l'équipe partage son budget. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion d'accessibilité. Et cette avant-dernière phrase, l'équipe n'a pas encore réalisé et publié son atelier d'analyse des risques. Et tu vois, typiquement, c'est un petit peu dans la veine de ce que tu disais, Gildas. Ils essayent de se tendre vers cette bonne foi de dire on va créer quelque chose, mais potentiellement, ça peut aller affecter d'autres choses. Alors, de là à voir si c'est... Je vais aller regarder un peu tous les projets. Il n'y en a aucune qui a encore publié son analyse des risques.
Peut-être qu'ils l'ont fait et ce sera intéressant. Je pense que Nathalie Rosenberg, qui travaille chez eux, pourra peut-être nous aiguiller un petit peu là-dessus. Parce que voilà, cette initiative de se poser cette question-là, en interne, ils la font, ils veulent la montrer en externe. Et surtout qu'ils ont un dashboard qui est quand même assez précis. Et donc, il faut bien qu'il y ait des choses qui soient injectées derrière tout ça. À voir. Je saurais pas dire jusqu'à où ils vont, mais initiative là. Ouais, c'est intéressant, parce que c'est peut-être un peu révélateur de l'état des choses, le fait qu'ils aient, a priori, ils étaient incapables jusqu'à aujourd'hui de produire justement un rapport sur les risques. Ça veut dire que aujourd'hui, on n'est pas à maturité pour maîtriser ces choses-là et que donc on a besoin de travailler là-dessus et de chercher des process qui permettent d'évaluer de façon simple les risques. Ça pourrait être un super chantier pour la commune. Je sais pas, après moi je suis pas vraiment dans mon métier, donc je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais en tout cas de se poser les questions et de se dire ok, selon qu'est-ce que je peux utiliser comme indicateur pour m'assurer que le bénéfice que j'apporte, il est bien, il pèse bien plus que tous les risques qui sont associés à ma production, quoi. Ouais, clairement. Je pense que c'est sur ce type d'initiative on pourrait avoir, ou alors il faudrait trouver des secteurs dans lesquels on a cette liberté de parole au même titre que peut le faire le gouvernement. Ouais. Mais en tout cas, ouais, non, c'est important et c'est intéressant comme question à soulever. Je pense qu'on essaiera d'en discuter avec Nathalie parce que pour le coup, eux qui veulent vraiment apporter des bonnes pratiques et des méthodes au design autant en tant que tel, ça pourrait être. C'est un peu dans leur mission en fait. On a le droit de se poser cette question-là et d'aller toquer à leur porte et leur dire dites-nous comment vous faites et qu'est-ce que vous en avez appris. Après, sur un aspect très pratico-pratique, je trouve ça super intéressant leur façon de présenter l'info, avec ces phrases comme ça qui comportent juste des liens, disant en gros c'est pas possible, il n'y a pas de lien, c'est possible, on t'envoie avec un lien dessus, hyper facile à faire. Va sur Odo, s'il te plaît Pierre. On voit la page de ressources telle qu'elle avait été pensée, parce qu'on avait prévu, on avait réfléchi à un endroit qui est avec des encres et où il y a effectivement des descriptions, différentes descriptions de la ressource. Et du coup, on se disait que, en fait, ça pourrait tout à fait être repris là-dedans. On avait du coup une partie description qui avait plus lieu d'être pour expliquer. Donc dedans, il y avait instruction d'utilisation, source et version. Et on avait en dessous une partie qu'on a appelée engagement, qui en fait justement, en fait, on n'a pas trouvé comment l'appeler d'ailleurs. Faudrait peut-être challenger ce mot engagement. Mais c'était l'idée justement d'y mettre cette réflexion détaillée par rapport à la ressource que là on avait imaginé sous forme d'étoile. Mais qui est pas du tout obligé d'être sous cette forme-là, et qui pourrait très bien prendre la forme de cette liste stéréotypée de phrases. Est-ce que c'est validé ou pas, etc. Et typiquement, comme ça, on sait qu'une ressource qui a pas fait encore qui est pas passée par cette étape-là, bah finalement a aucun lien. Il y a écrit n'a pas partout. Puis au fur et à mesure, peut-être qu'elle évolue ou qu'elle est passée entre les mains de ses pairs, elle peut avoir différents trucs. Et comme ça, on accepte. Ce que j'aime bien, c'est qu'on accepte aussi l'idée que on n'est pas obligé d'avoir que des ressources parfaites. De toute façon, en plus, ça n'existe sans doute pas si on parle de sujets comme l'inclusion, l'éthique et tout. Et tout ce qu'on prend en compte dans le manifeste qui est hyper large, prise en compte du vivant, etc. Mais on a cette réflexion critique justement de se dire, on y a réfléchi. Voilà, on a essayé de prendre du recul et on s'est dit ok pour l'inclusion, pas bon pour la prise en compte du vivant, pour les données personnelles ou pour je sais pas quel autre aspect. Et du coup, ça pourrait être très intéressant, selon moi. Et c'est, au-delà d'intéressant, c'est hyper important, je trouve, parce que dans la mesure où nos ressources sont évolutives, ça veut dire que quelqu'un qui découvre cette ressource s'aperçoit que tout d'un coup, l'impact social de la ressource est pas très bon, donc il peut tout de suite se dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça, quoi. Il sait ce qu'il faut, sur quoi il faut se pencher pour améliorer la ressource. S'il y a déjà eu une analyse de fait, il a pu le faire, il a juste à se dire
Ok, donc ils ont vu qu'il y avait un problème ici. Et donc super. Moi j'ai peut-être une idée de comment améliorer ça. Je vais proposer. Et ce qui fait une distinction aussi, ça évite d'avoir des jugés partis quelque part. Enfin, bon, il y aura toujours ce risque-là. Mais ça veut dire qu'à un moment, on a une posture vraiment d'évaluation de la ressource en essayant d'être objectif. Ok, est-ce qu'elle fait ci, est-ce qu'elle fait ça? Et on produit un espèce comme ça de rapport. Et ensuite, il y a des gens qui, eux, sont plus à l'impulsion de ok, comment je vais changer ça? Ce qui permet de différencier les rôles. Parce que sinon, si on est à la fois jugé parti, ah bah tiens, c'est bon, bah quoi, j'ai mis telle nouvelle fonctionnalité, bah c'est bon, c'est accessible. Bah non, on va essayer de justement séparer le faire et l'évaluation derrière. Les makers et les evaluators, comme disent nos amis suédois. Et en plus, là, dans la partie juste en dessous, donc la dernière, qui s'appelle suggestion, donc on offre la possibilité à n'importe qui de nous proposer une suggestion. Et dans la veine de ce que vous êtes en train de dire, je pense qu'on pourrait rajouter un petit menu qui se déplie, qui permet de donner un peu le type de suggestion. Donc ça peut être une suggestion, comme tu disais, Gildas, sur l'aspect sociétal de la ressource, sur son inclusion. Donc au moins, voilà, catégoriser un petit peu la possibilité à chacun de donner des retours soit larges ou alors vraiment ciblés. Et ce qui nous permettrait pendant des échanges pour améliorer les états des ressources d'acter ça. Et Quentin, tu questionnais les étoiles là, effectivement, pour symboliser le niveau de la ressource. Je trouve que les indicateurs qu'il y avait sur le site beta.gouv avec le petit compteur de pression ou de vitesse, là, c'était pas mal. Hein. Je sais plus où tu avais ça. Là. Ah oui, non, c'était sur le... Ouais, c'est ça. Je trouve que visuellement, parce que les étoiles, c'est un petit peu comme les restos, quoi. C'est bien, c'est moyen, c'est bien, c'est très bien. Alors que là, au moins, le compteur, il peut être dans le rouge potentiellement. Et on sait que quand c'est dans le rouge, c'est vraiment pas bien. Alors qu'avec une étoile, ça commence à être bien. Oui, c'est vrai que le 0,33%, entre 0 et 33, c'est pas dingue. Entre 33 et 66, au moins, l'effort a voulu être fait. Ouais. Je trouve ça plus intéressant comme... c'est-à-dire que c'est graphiquement, visuellement, ça parle beaucoup plus, en fait. Tu te dis, ok, je suis dans le rouge, bon, bah, c'est pas bon, quoi. Il faut faire un effort, c'est pas viable. Et je suis dans le vert, bah, c'est bon. Et puis après, on peut effectivement essayer d'améliorer le vert pour être à fond, mais... Après, ça pourrait être 3 tags colorés. Hein. On est sur la petite information à côté de Lighthouse. Là. Ouais, c'est un outil Google, en fait. C'est un outil d'analyse automatique de site de Google. Ok. Parce qu'après, non, le reste, c'est des messages d'alerte et de